le 10e cours, semaine 12. On est un petit peu décalé dans le calendrier, mais voilà, vous connaissez les circonstances. On fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Je vous invite à éteindre vos micros si ce n'est déjà fait, parce que l'enregistrement va mieux se dérouler comme ça. J'entends encore des micros qui fonctionnent. Alors, dans la mesure du possible, essayez de contrôler ça. Sinon, la caméra va constamment changer d'une personne à l'autre. Je vous demande d'utiliser la fenêtre de chat qui est en haut à droite, normalement, de votre écran pour poser des questions. Alors, si vous avez des interrogations en cours de route, vous n'hésitez pas. Il y a une petite bulle qui va apparaître qui me dit « Ah, il y a une question qui est posée ». Alors, soit vous formulez votre question au complet par chat, soit vous écrivez simplement « question ». Et là, je pourrai vous interpeller. À ce moment-là, je vous inviterai à ouvrir votre micro et on pourra échanger de cette façon. Sinon, les questions peuvent être posées tout à fait tout au long du cours, n'importe quand, dès que vous avez une interrogation. Il n'y a pas de période de questions formelle qui est prévue en cours de route. Alors, le cours sera disponible sur la chaîne YouTube que j'ai créée à cet effet. Elle est non référencée, alors ce n'est pas la peine de chercher. Si vous cherchez Luc Vaillancourt, Théâtre antique et son héritage moderne, vous n'allez pas la trouver, cette chaîne. Vous devrez suivre l'invitation que je vous donnerai à nouveau après chaque cours. Et cette invitation vous mène donc aux vidéos et à la possibilité de vous abonner à la chaîne. Alors, la façon la plus simple de me retrouver la fois d'après, c'est peut-être de vous abonner à la chaîne. Vous verrez que j'ai mis sur Moodle aussi un certain nombre de dossiers PDF, les PowerPoint du cours depuis le début du trimestre. Et à chaque cours, je vais en ajouter un autre. Donc, vous pourrez consulter ça à loisir et vous aurez le droit d'accéder à tous ces fichiers que vous pouvez télécharger chez vous si vous le désirez pour l'examen final. Alors, vous aurez accès vraiment à l'intégralité des notes. C'est plus la peine de prendre des notes pendant le cours. Je fais le travail pour vous. J'ai mis ça en PDF et vous allez voir, ça se consulte très bien. C'est un peu plus léger qu'en PowerPoint. Alors, voilà pour ça. J'ai mis aussi sur Moodle un film qui est celui de Lars von Trier. C'est la Médée de Lars von Trier à laquelle je vais référer aujourd'hui. Et je vais vous inviter à télécharger le film pour l'effacer tout de suite après le visionnement parce que je suis pas sûr de la légalité de la chose. Et on n'est pas censé partager comme ça un film qui est assujetti à des droits. Mais je vous fais confiance, on ne le distribue pas. C'est pour un usage pédagogique seulement. Alors, je vais vous référer à certaines scènes. Vous irez le voir en utilisant un logiciel que je vous suggère dans le lien qui est fourni sur Moodle, mais que je rappelle ici au passage, c'est VLC, qui est un logiciel de lecture gratuit, open source, disponible pour Mac, PC, Apple, Android, etc. Alors, je veux commencer par vous dire merci d'être là. Je suis très content de vous voir si nombreux. Ça me fait le plus grand plaisir et le plus grand bien. Je pense que c'est important de faire ça pour retrouver un semblant de normalité. C'est bon pour notre santé mentale. Et je vous suis reconnaissant d'avoir accepté de relever ce défi parce que je sais que vos situations sont compliquées les uns et les autres pour toutes sortes de raisons. Il y en a parmi vous qui ont perdu leur emploi, qui s'inquiètent de leurs revenus, qui s'inquiètent de la santé de leurs proches. Et ce n'est pas des dispositions d'esprit qui sont vraiment positives et favorables à l'apprentissage. Maintenant, on va essayer de mettre ça de côté un petit peu. On ne veut pas nier la gravité des circonstances, mais on a besoin de se changer un peu les idées aussi. Et on va parler plutôt d'histoire, de culture, de littérature. Ça peut sembler un peu vain en temps de crise, et je me souviens d'avoir eu, moi-même, quand j'étais à l'université, des crises de foi, pas le foie au sens biologique du terme, bien sûr, quoiqu'il était pas mal malmené à cette époque. Gardez ça pour vous. Mais foi au sens spirituel du terme, où c'était la guerre en Bosnie et on s'entretuait de façon un peu brutale et je me demandais à quoi ça rimait de parler de littérature et de culture dans une époque aussi tourmentée. Et on m'avait invité à réfléchir et à méditer sur le fait que, en fait, c'est le moment plus que jamais de songer à la culture, à l'histoire, à la littérature, à y trouver réconfort et à y trouver enseignement et leçons pour éviter que de telles choses se reproduisent, de telles barbaries. C'est important de réfléchir sur le monde, réfléchir sur les crises que le monde a traversées pour en sortir grandi, en fin de compte. Et vous allez voir, le théâtre antique et son histoire nous offrent des enseignements précieux à cet égard.
Alors, je vous présente le sommaire du cours. Je vais partager maintenant la présentation PowerPoint. Vous allez voir apparaître une petite fenêtre qui est le diaporama d'aujourd'hui. Alors, c'est ici que ça se passe. Normalement, vous devriez l'avoir sous les yeux. Alors, je vous présente le sommaire aujourd'hui. Vous avez donc à l'ordre du jour le théâtre du Moyen Âge. Vous savez que la dernière fois qu'on s'est parlé, enfin, en classe à tout le moins, c'était pour aborder l'œuvre de Sénèque. Et on était à la fin du théâtre romain, des beaux jours du théâtre romain, avant qu'il vire totalement à la décadence. Et il me reste à vous parler de ce qui vient après, parce que on veut aborder les personnages contemporains, les actualisations modernes des grands mythes, c'est le propos de la deuxième moitié du trimestre, mais en même temps, il nous faut montrer ce qui s'est passé entre ces deux périodes modernes et antiques. Alors, il y a 1000 ans d'histoire que je me dois de vous résumer au pas de course aujourd'hui. Je vais essayer de le faire de la façon la plus précise, plus limpide et claire possible, mais c'est quand même un sacré défi. 1000 ans d'histoire, alors que j'ai passé 10 cours à vous parler de 500 ans d'histoire à peu près. Donc, on essaie de condenser ça en une rencontre à peine. Alors, ensuite, on va parler du mythe de Médée. Et c'est là qu'on va commencer ce cycle des grands héros, où à chacun des 3 cours qui nous restent, on va aborder un héros comme Médée, comme Jean-Philippe, votre micro est encore allumé, comme Médée, Phèdre ou Oedipe éventuellement, qui vont être explorés dans leurs différentes incarnations, mises en résonance avec les actualisations donc modernes, contemporaines. Alors, les différentes incarnations, c'est celle de Médée, dont on va parler aujourd'hui, mais ce sont éventuellement celles des héros que j'ai mentionnés, qu'on va voir, qu'on va passer en revue. Alors, je vais pouvoir changer les diapositives sans faire passer la souris sous vos yeux de façon frénétique. On commence avec ça. Alors, dès le 5e siècle de notre ère, l'Empire romain commence à s'effondrer sous le déferlement des barbares. On a parlé déjà des invasions barbares. On a dit à quel point Rome a souvent fait l'objet de sacs très, très violents, très brutals. Les Gaulois même se sont permis quelques incursions à Rome. Et la plupart du temps, Rome reprenait le dessus, ça se passait bien pour eux, mais là, il y a des choses qui se sont passées dans les siècles précédents qui ont fragilisé l'Empire romain. Et ça commence avec 3 grands événements du siècle précédent. D'abord, l'enrôlement massif des barbares dans l'armée romaine. Ça pouvait sembler une bonne idée de demander aux barbares de s'enrôler parce qu'on préférait sacrifier le sang des étrangers plutôt que le sang des citoyens romains, mais ça s'est avéré une très mauvaise idée. Enfin, parce que les barbares ne parlaient pas, pour la plupart, le latin ou ne le parlaient pas très bien et surtout ne le comprenaient pas. Alors, quand le général donnait des ordres, il ne comprenait pas ce qu'il fallait faire et ça a donné des catastrophes lors de conflits, de batailles épiques où les généraux ont perdu complètement le contrôle. Vous avez ensuite, au siècle précédent encore, le partage de l'Empire romain entre 2 grands empires, en fait, un qui aura pour chef-lieu Byzance, et ce sera l'Empire romain d'Orient, et l'autre qui conserve son centre à la capitale romaine, l'Empire romain d'Occident. Alors, pendant près de 1000 ans, l'Empire romain va être divisé comme ça. Et celui qui va prendre le dessus sur l'autre, c'est surtout l'Empire byzantin, l'Empire oriental, finalement. Vous avez aussi un événement marquant qui va avoir une incidence notable sur le théâtre, c'est le christianisme qui devient religion d'État. Alors, le christianisme avait fait l'objet de persécutions, de martyrs sans nombre, qu'on aimait sacrifier devant la populace qui redemandait du sang encore et toujours. Mais à un moment donné, on s'est dit que le christianisme, c'était pas si mal, finalement, et on finit par l'adopter. Alors, les Romains vont abandonner leur dieu païen et vont embrasser tout à fait cette religion qu'ils avaient pourtant méprisée pendant des siècles. Alors, ça a commencé avec Constantin, mais ça devient vraiment religion d'État à partir de 391.
C'est une époque difficile pour le théâtre. J'en ai parlé à notre dernière rencontre, mais vous allez voir que les choses ne se sont pas améliorées tout à fait. Mais le salut va venir d'un endroit un peu surprenant. C'est-à-dire que les pères de l'Église, cependant qu'ils condamnent le théâtre, ou abondent à l'époque des obscénités, je vous ai dit tout ce que les Romains faisaient au niveau du théâtre, qui était complètement barbare, qui était devenu une forme décadente de ce qu'on avait connu chez les Grecs. Il y avait beaucoup d'obscénités, il y avait des mutilations, il y avait même des mises à mort. On tuait véritablement sur scène. Je vous ai parlé de ces substitutions de personnages. L'acteur joue la pièce, son rôle, et puis à un moment donné, il doit mourir. Alors, on va tuer son personnage, mais on va lui substituer plutôt un esclave, parce qu'on ne veut pas tuer les acteurs, on a besoin d'eux pour la prochaine fois. Et on lui substitue un esclave qui est un captif quelconque qui porte le même costume et on va le tuer sur scène. Alors vraiment, on tombe dans des sommets de barbarie ici. Et en plus, on célèbre les dieux païens. Alors, pour les chrétiens, les pères de l'Église comme Saint Jérôme, Augustin, Anselme, etc., vous avez là quelque chose d'absolument inacceptable. Cette barbarie, ce culte voué aux dieux païens, c'est complètement incompatible avec le culte chrétien. Cependant, le concile de Carthage, au IVe siècle, avait blâmé les préjugés contre les comédiens et avait exprimé le souhait qu'on ne les regarde pas comme infâmes du seul fait de leur profession. Ce n'est pas parce qu'ils sont comédiens qu'il faut absolument les déconsidérer, les mépriser, les ostraciser. C'est à ce moment-là que des essais de théâtre chrétien vont voir le jour et quelqu'un comme saint Augustin lui-même, père de l'Église, l'auteur des Confessions, aurait participé à des représentations de théâtre chrétien en tant qu'acteur dès le début du 5e siècle, mais aussi comme chorège. Il aurait financé et mis en scène et monté comme ça des pièces de théâtre. Bien sûr, c'est pour raconter des histoires tout à fait différentes de celles qu'on a pu voir quand il a été question du théâtre romain. On n'est pas dans la farce, on n'est pas dans la comédie, on est dans le drame chrétien et il s'agit de montrer des martyrs, des récits de saints, de la vie de gens exemplaires pour édifier, bien sûr, les croyants. Hélas, les beaux jours du théâtre romain sont quand même à peu près révolus et on va se mettre de plus en plus à utiliser les pierres taillées des édifices de ces beaux théâtres en pierre là, qui ont été construits à partir de Pompée au 1er siècle avant Jésus-Christ. On va se mettre à utiliser les pierres pour bâtir d'énormes remparts contre les invasions. Alors, comme les barbares déferlent sur Rome, et qu'il faut se protéger d'eux, on va prendre les pierres où on les trouve et il n'y a pas plus bel endroit pour trouver des pierres taillées égales que les théâtres romains. Alors, bon nombre de ces théâtres vont disparaître pour cette raison, qu'on les a déconstruits, démantibulés pour servir de rempart contre les invasions. Et puis après, c'est un trou noir de quelques 600 ans. Le théâtre disparaît, rayé de la carte, comme la plupart des institutions romaines. Le forum où on pouvait plaider, où on pouvait présenter des discours, le théâtre, toutes les institutions romaines dont on a parlé vont connaître une déchéance, une décadence, et même l'école va être suspendu pendant plusieurs siècles. On n'enseigne plus alors que c'était quelque chose qui s'était développé, qui était presque institutionnalisé à l'époque des Romains, pour les plus riches d'abord, mais ensuite pour le peuple également. Et là, on se retrouve avec cette absence complète de représentation pour près de 600 ans. Alors, un gros trou béant qui va me simplifier la tâche parce que ça fait un peu moins d'années d'histoire à vous raconter. L'Occident a plus à faire, a plus urgent à faire que de s'occuper de spectacles. Vous comprendrez que c'est une période obscure, le haut Moyen-Âge, où tout va un peu de travers, là, politiquement, aussi au niveau de la santé, au niveau de la spiritualité. On a des angoisses, on pense que la fin du monde s'en vient. Il y a bien encore, ici et là, des amuseurs publics, il y a bien des saltimbanques, des montreurs d'ours, des gens qui se promènent avec des ours dressés, qui montrent ça à la population, quelques conteurs, des acrobates, des mimes, qui vont faire la tournée des châteaux et qui vont, comme ça, maintenir le goût du jeu scénique. Mais c'est tout.
il n'y a pas de représentation théâtrale en bonne et due forme. Il n'y a pas de classiques qui vont être montés à nouveau. Il n'y a pas de troupe. Il n'y a pas de comédiens. Le théâtre survit sous cette forme qui est celle finalement de l'art du saltimbanque. Alors, ce n'est qu'après les angoisses de l'an 1000 que le théâtre sera encore une fois suscité par la religion. Je dis encore une fois suscité par la religion parce qu'on a vu comment le théâtre est né du culte dionysiaque et donc était lié à une mystique, à un rituel. Et c'est un peu la même chose qui se produit à la renaissance du théâtre. Il va être lié à la religion pour conjurer l'angoisse des croyants, mais aussi parce que on enseigne la messe, enfin, on dispense la messe en latin. Et on se rend compte, plus le temps passe, plus les siècles avancent, que les gens parlent de moins en moins le latin, le comprennent de moins en moins. Les langues se sont diversifiées, distinguées, et le vernaculaire l'emporte sur la langue latine qui avait été imposée par l'Empire romain. Et là, on a des spectateurs, en fait, des participants à la messe qui comprennent à peu près rien de ce que le prêtre raconte et qui s'endorment la plupart du temps pendant la messe. Alors, on va chercher à vouloir attirer leur attention. Et une façon d'attirer leur attention, ça va être de renouer avec le théâtre et de mettre en scène un certain nombre d'épisodes de l'histoire sainte pour les garder éveillés. Alors, c'est ça l'enjeu, d'abord. Et au départ, c'est un peu hybride comme forme. Vous avez des petites scénettes qui vont être insérées dans la messe, mais ces scénettes vont être alternées avec des chants liturgiques en latin. Donc, on chante en latin et après ça, on joue des scènes en vernaculaire, dans la langue du peuple. Et le vernaculaire, ben, il y a différentes versions, qu'on soit en Espagne, qu'on soit en France, qu'on soit en Angleterre, il y a une langue vernaculaire qui est comprise par le plus grand nombre. Alors, dans toute l'Europe, il va se passer à peu près la même chose. Et les formes dont je vais vous parler, elles existent de façon concomitante en Europe, partout à travers le territoire. En Allemagne, aussi bien qu'en France, en Italie, en Angleterre, on trouve des formes équivalentes. Ce n'est pas nécessairement le même jeu, la même appellation, mais vous allez voir que c'est essentiellement la même chose. Dans toute l'Europe, donc, on se met à représenter ces spectacles à l'Église pour tenir le fidèle bien éveillé. Et tranquillement, ces petites représentations théâtrales vont se déplacer. Au départ, on les donne dans le cœur de l'Église. On va ensuite avoir besoin de plus d'espace. On va se déplacer vers la nef. Et puis, éventuellement, parce que les gens en redemandent, on va même aller sur le parvis de l'Église. Donc, les gens vont se rassembler devant l'Église, devant la cathédrale, et vont pouvoir assister à une représentation. Et ils pourront être des centaines, voire des milliers à regarder cette représentation en même temps. Alors, à un moment donné, même le parvis ne suffit plus. On va devoir déplacer ça vers la rue et même à l'extérieur des murs de la ville. Vous allez voir qu'à un moment donné, le théâtre devient un lieu de fascination extraordinaire qui va rassembler des villes entières qui vont se déplacer à l'extérieur des murailles pour assister à des représentations là, épiques qui durent plusieurs jours. Là. C'est vraiment inimaginable presque pour nous, mais il y a des villes entières qui pouvaient passer comme ça 3 jours à participer à des spectacles. Un peu comme nos festivals aujourd'hui, qui rassemblent des gens pendant 3-4 jours autour de différents spectacles de musique. Alors, ce théâtre, il parle d'abord latin au départ, mais adopte très rapidement la langue des pays. Partout, il prend la même forme, et les formes dramatiques qu'on va retrouver sont au nombre de 4. Alors, d'un pays à l'autre, on retrouve des drames liturgiques, dont je vais dire en quoi ils consistent, et je vais donner quelques exemples. Le drame par excellence, qu'on appelle le jeu, on pourrait dire que c'est l'équivalent du mot drame, en quelque sorte. Là, quand on parle du jeu de la feuillée, on parle du drame de la feuillée, de la pièce de théâtre. Il faut l'entendre dans ce sens-là. Vous avez le miracle, qui est un autre genre dramatique important. Vous devinez qu'il a partie liée avec l'imaginaire chrétien, et vous avez raison. De même que le mystère. Alors, ce sont les principaux genres qui sont pratiqués à l'époque, qui se développent un peu partout en Europe et qui se répandent avec beaucoup, beaucoup de succès parce qu'il y a énormément d'enthousiasme. Les fidèles trouvent que ça rend la messe mauditement plus intéressante. Alors, vous avez le drame liturgique, donc, qui se développe autour du 11e et 12e siècle. Ce sont ces siècles-là qu'on va le pratiquer essentiellement, et qui représente de courtes scènes pour illustrer la liturgie. Alors, comme les fidèles ne comprennent pas ce qu'on raconte, on va essayer d'imager ça
Et pour imager ça, on va se costumer. Les prêtres vont revêtir des habits, ce qui est plus compliqué, par exemple, quand on veut raconter l'histoire d'Adam et Ève. Parce que, comme vous le savez, Adam et Ève sont nus. Alors, si on veut être fidèle à l'histoire, il faudrait jouer la pièce nue. Ce qu'on va trouver comme artifice, c'est simplement mettre un drap devant les personnages et les prêtres qui vont jouer, et ce sont des hommes, à la fois Adam et Ève, c'est un homme qui joue Ève, bien sûr, vont jouer devant un drap qui cache tout ce qui est en dessous de leur épaule. Et on présume qu'ils sont nus par ailleurs. Alors, quelques petits artifices comme ça pour rendre le spectacle décent. Alors, pour favoriser donc la compréhension de la messe, on se met à jouer des passages célèbres de l'histoire sainte. Ce sont de courtes scènes, d'abord, jouées par des prêtres vaguement costumés, et les sujets sont tout donnés, bien sûr. C'est des sujets comme la nativité du Christ, les rois mages, le massacre des saints innocents. Ce sont des épisodes bibliques très importants dans l'imaginaire chrétien. Les saintes femmes au tombeau, la conversion de Saint Paul, la résurrection de Lazare, ce sont ces épisodes-là qui sont évoqués tour à tour. Et certains textes nous sont parvenus, ou en tout cas des canevas, ou en tout cas des scénarios qui nous montrent de quoi il s'agissait, le caractère peu élaboré des scénarios, mais ma foi, quand même assez développé pour qu'on puisse comprendre ce dont il est question. Bientôt, le drame va se déplacer jusqu'au narthex, c'est le vestibule ouvert, le porche de l'église romane, où le public va se regrouper devant le parvis là, pour assister à la pièce. Alors au départ, c'est à l'intérieur de l'église, ça se déplace de plus en plus à la faveur de la popularité grandissante, et éventuellement, on sort de l'église et on regarde ça sur le parvis. Un pas de plus vers le théâtre véritable est franchi avec la production du drame d'Adam. C'est un drame liturgique qui raconte donc la vie d'Adam et Ève, et qui est marqué par la vivacité du dialogue, entièrement cette fois-ci en langue vernaculaire. Là, il n'y a pas de latin, c'est en français, on dirait en ancien français aujourd'hui, et qui se démarque par la marche aisée et facile de l'action qui est rapportée et qui se déroule déjà entre deux décors qui vont devenir très, très importants dans le théâtre du Moyen-Âge parce qu'on va avoir des lieux typiques qui vont être aménagés sur les scènes et qui sont toujours présents. D'un côté, le paradis et de l'autre, la gueule de l'enfer. Alors, ce sont des décors immuables qui vont être utilisés à peu près dans toutes les pièces par la suite. Alors, c'est à cette époque-là que ça se fixe. Vous avez ensuite le jeu. Le jeu va surtout être en faveur autour du 13e siècle. C'est un drame liturgique hypertrophié, beaucoup plus long. Alors, on passe de 100 vers à l'origine, dans les premiers jeux liturgiques, à 1000 vers, donc 10 fois plus long. C'est que les gens y ont pris goût et on veut les tenir intéressés. Il traite de sujets en marge de l'Écriture sainte. Il n'est pas question seulement d'histoire biblique. À un moment donné, on a tous entendu parler d'Adam et Ève, Caïn et Abel, et on a envie d'entendre d'autres histoires. Ça fait 2 siècles qu'on nous raconte les mêmes anecdotes. On voudrait entendre parler d'autre chose. Donc, le jeu va introduire certaines légendes populaires qui vont, par exemple, aborder l'histoire sainte, mais d'une façon un peu oblique, et parler, par exemple, de la vie des saints, des martyrs, raconter des anecdotes pittoresques choisies pour leur aspect spectaculaire. Alors, on raconte des histoires qui vont frapper l'imagination et qui vont vraiment intéresser le public. On donne, entre les différents jeux d'inspiration religieuse, des jeux profanes aussi. À un moment donné, on se rend compte que les jeux religieux, c'est bien chouette, mais les gens aiment aussi rire. Et on se dit que ça pourrait être charmant de placer parfois des petits sketchs drôles, mais les prêtres n'aiment pas beaucoup que les gens rient à l'église, en tout cas à l'époque. Et on va très rapidement envoyer à l'extérieur de l'église les jeux profanes. Le problème, c'est que ces jeux profanes finissent par avoir plus de succès que les jeux religieux. Les gens aiment rigoler davantage que de se faire sermonner. Et à un moment donné, il y a plus de gens à l'extérieur de l'Église qui attendent le début des farces que de gens à l'intérieur de l'Église qui, eux, espèrent les pièces d'inspiration religieuse. Donc, ça va créer certaines tensions. Le plus célèbre de ces jeux de l'époque, on le voit évoqué un peu plus loin, c'est le jeu de La Feuillée. Et ce jeu raconte une histoire tout à fait simple qui met en scène l'auteur lui-même, Adam de la Halle,
C'est une sorte de revue de sketch, de chansonnier avec des pièces musicales. C'est carrément une comédie musicale avant la lettre, avant l'heure. Et c'est une vive caricature de la haute et de la moyenne bourgeoisie de la ville. La scène se passe sous une tonnelle de verdure, une feuillée, qui est évoquée par le titre de la pièce, mais ça veut dire aussi feuillée au Moyen-Âge, folie, le jeu de la folie, parce que les personnages sont un peu tous fous. Et on nous raconte les motifs de leur folie. Vous avez le jeu de Robin et Marion, dont on retrouve une illustration ici, là, sur la diapositive, qui, lui, va être composé autour de 1283, on est toujours au 13e siècle, et qui raconte comment un seigneur fait la cour à une bergère qui entend rester fidèle à son berger. Alors, il essaie de séduire le chevalier, une bergère, contre son gré, et il revient à la charge avec insistance, mais elle lui tient tête et entend rester fidèle à son Robin. Et il y a tout un jeu très, très charmant de naïveté de ces personnages qui deviennent très, très attachants. Alors, les jeux profanes, ces jeux qui sont donc plutôt comiques et qui n'ont pas de caractère religieux, vont être montés par les puits. Alors, les puits, P-U-Y-S, ce sont des sociétés de comédiens laïcs, ce ne sont pas des religieux, qui vont de plus en plus participer à ces jeux religieux, mais en marge du spectacle, c'est-à-dire à l'extérieur de l'Église. Ils vont profiter du fait que les gens sont intéressés par le théâtre pour livrer leur spectacle à l'extérieur de l'Église et attirer de plus en plus les foules. Alors, ces comédiens, en font presque profession, ils ne sont pas payés, mais ils se prennent au jeu. Ils aiment beaucoup se donner en spectacle et raconter des histoires fascinantes comme ça. Alors, vous avez le drame d'Adam, donc, qui raconte la vie d'Adam et Ève. Vous avez le jeu de Saint-Nicolas, qui raconte l'histoire d'un croisé qui priait une statue de Saint-Nicolas, qui sera pris en flagrant délit par un roi sarrasin qui envoie ses troupes l'arrêter, et à qui il explique que Saint-Nicolas peut lui procurer bien des avantages, des faveurs si on le prie, et notamment protéger ses trésors. Alors, le roi sarrasin va se laisser embobiner un petit peu par cette histoire. Donc, c'est une histoire qui conserve un caractère religieux, du moins en surface, puisqu'il est question de croisade, de sarrasins, de païens, mais en même temps, c'est l'anecdote plutôt laïque qui intéresse le spectateur moyen. Alors, on enchaîne donc avec la diapositive suivante, et je vous parle du miracle, qui est un genre qui se développe, lui, vers la fin du 13e siècle, début 14e siècle, et qui va être consacré à raconter, finalement, la vie d'un saint. L'objet du miracle, c'est de nous exposer une espèce de biographie de la vie d'un saint, vie qu'on donne pour modèle. C'est un récit hagiographique, un récit pour lequel, finalement, qu'on offre à l'imitation, finalement, du spectateur. Alors, un seul après-midi suffisait pour jouer un miracle qui, la plupart du temps, comportait 20 000 vers environ. 5 ou 6 lieux étaient évoqués et on y retrouvait une certaine unité d'action avec une dizaine de personnages. C'était représenté souvent en public, bien sûr, un public sur invitation. Ce n'était pas ouvert à tous. On parle d'un public semi-privé, mais ça va devenir de plus en plus important, de plus en plus populaire. Le plus ancien miracle qu'on a retrouvé, en fait, qui nous est encore accessible aujourd'hui, c'est celui du trouvère Rudebeuf. Celui que vous avez peut-être déjà rencontré si vous avez suivi des cours de littérature du Moyen-Âge, le grand poète Rudebeuf, le trouvère, mais aussi auteur dramatique, qui va composer un certain texte qui s'appelle le Jeu de Théophile, et qui raconte l'histoire d'un prêtre défroqué qui va conclure un pacte avec Satan. Et ça, c'est déjà l'embryon du récit de Faust, qui intervient quelques temps plus tard, quelques siècles plus tard, qui va devenir vraiment un mythe très important. Alors, il conclut un pacte avec Satan, il va le regretter, et 7 ans plus tard, il va demander à la Vierge de l'aider à déchirer le pacte signé avec le diable pour s'affranchir de ce contrat qui compromet son salut éternel. Alors, les 13e et 14e siècles, surtout le 14e siècle, sont les siècles des miracles. C'est la forme la plus populaire, celle qui va attirer vraiment le plus grand nombre de spectateurs,
parce que c'est un siècle très troublé, très perturbé. C'est le siècle de la guerre de Cent Ans, d'abord, qui oppose la France à l'Angleterre, essentiellement, et de toutes ces horreurs, ces massacres, ces brigandages, ces tortures, mais c'est aussi le siècle de la peste noire, de cette grande pandémie qui frappe l'Europe très gravement. Alors, si vous croyez qu'on en bave un coup en ce moment avec ce qu'on vit, reportez-vous dans le contexte du Moyen Âge, de cette époque sanglante de la guerre de Cent Ans, et figurez-vous que la peste noire, à l'époque, va tuer entre 30 et 50 % de la population européenne. 30 à 50 %. Pensez-y. C'est le tiers et presque la moitié des gens qui meurent. C'est complètement horrible et bien sûr, ça va être vécu dans la fine épouvante. Là, tout le monde a l'impression que c'est la fin du monde qui est arrivée, que chacun va mourir, qu'on ne s'en sortira pas et ça s'étend sur plusieurs années. Et par la suite, il y aura plusieurs épidémies comme ça. Jusqu'au 19e siècle, la peste va revenir, mais jamais avec autant de morts, jamais avec autant de fatalité. C'est vraiment là une période très noire. Elle porte bien son nom, cette peste, la peste noire, et elle va frapper très durement l'imagination des gens. Alors, imaginez que dans un contexte comme ça, vous avez besoin à un moment donné de vous divertir. Parce que la vie est désespérante et on craint la mort et on veut se réconcilier avec Dieu. Et une façon de se rapprocher de Dieu, ça va être d'assister à ces représentations d'histoires sacrées qui nous réconfortent, qui nous disent qu'il y a un sens à tout ça, qu'il y a une vie après la mort et que dans cette vie après la mort, on va retrouver nos proches, ceux qui sont morts autour de nous, notre père, notre mère, notre frère, notre sœur qui ont pu périr du fait de la peste. Ils nous attendent au ciel et on pourra passer l'éternité avec eux, à rire de tout ça. Alors, c'est pour ça que le genre du miracle va devenir le genre dominant au Moyen Âge. On va présenter notamment beaucoup de miracles autour du personnage de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est bien sûr la Vierge Marie, et ces miracles consacrés à Notre-Dame nous montrent comment la Vierge y multiplie les faveurs pour les parjures, les escrocs, les malfaiteurs, les assassins, pourvu qu'ils se repentent. Alors, si vous avez commis les pires crimes du monde, c'est pas grave. L'important, c'est que vous manifestiez à un moment donné dans votre vie un certain repentir. Alors, par exemple, on va nous raconter l'histoire d'un ermite qui a violé la fille d'un roi et non content de l'avoir violée, va aussi par la suite la jeter dans un puits pour qu'elle ne puisse pas témoigner. Elle meurt donc et elle ne peut pas témoigner de ça. Mais à un moment donné, il va être frappé de remords. Il va dire « Mon Dieu, j'aurais pas dû ». Et parce qu'il dit « Mon Dieu, j'aurais pas dû », on lui donne le pardon et le droit au salut éternel. C'est quand même pas cher payé. On nous raconte aussi cette histoire dans un des miracles de cette nonne qui retourne au couvent après 30 ans de mariage. Entendez bien, c'est une sœur, une religieuse, qui a fait vœu de chasteté et qui finalement s'en va se marier et qui revient 30 ans plus tard. Ah ben, mon Dieu, j'aurais pas dû. OK, on t'accorde le salut éternel et on te pardonne. C'est aussi l'histoire de cette mère infanticide qui a tué, massacré ses enfants de façon absolument sanglante, avec une cruauté inouïe, et qui, in extremis, va être sauvée par la Vierge du bûcher, à laquelle elle est vouée, parce qu'elle dit « Mon Dieu, j'aurais pas dû ». Retenez ça, ça pourrait servir un jour. Alors, vous avez cet archidiacre meurtrier de son évêque. L'archidiacre était jaloux de son évêque et voulait lui succéder, qui le tue. Et après l'avoir tué et avoir accédé à la fonction, dit « Ah, mon Dieu, j'aurais pas dû ». Et à lui aussi, on pardonne tout. Alors, ces histoires sont complètement sanglantes. Ce ne sont que mains coupées, jambes cuites qui étrangement repoussent, vision céleste et aussi scène burlesque. Parce qu'à un moment donné, ça devient, et c'est involontaire, comique. C'est tellement exagéré, ces histoires de miracles, qu'on finit par rire. Il y a des personnages qui vont se démarquer, comme celui de Robert le Diable, né suite à un pacte avec Satan, qui finit par s'amender et qui va devenir un véritable héros, qu'on va retrouver d'un miracle à l'autre. Ça devient un héros récurrent. Et c'est un peu l'origine de nos séries. On avait déjà vu ça dans les romans, mais on le voit maintenant dans le genre dramatique, et c'est proche un peu de ce qu'on peut regarder en ce moment sur Netflix, et toutes ces séries qu'on suit, où un héros va devenir finalement le protagoniste récurrent de plusieurs histoires qui se suivent et se ressemblent. Alors, les miracles contiennent en germe non seulement les séries télévisées actuelles, mais aussi le théâtre élisabétain du
du siècle suivant, enfin du 16e siècle, les histories, comme on les appelle en Angleterre, les tragédies à la Macbeth, qui sont faites d'épisodes sanglants. Je ne veux pas vous gâcher le punch, là, mais dans Macbeth, tout le monde meurt. OK? Tout le monde, mais vraiment tout le monde. Alors, c'est épouvantable comme façon de raconter des histoires. Mais ça partie liée avec l'imaginaire du temps qui est marqué par la morbidité, par la mort, par cette peste qui balaie l'Europe et par ces guerres. Quand ce n'est pas la peste qui vous tue, c'est la guerre qui vous achève ou le pillage qui est lié à celle-ci. Alors, vous avez aussi le mystère. C'est une autre forme dramatique qui, elle, est populaire surtout autour du 15e et 16e siècle, début du 16e siècle, parce que rapidement, on va passer à autre chose, où on va vouloir enseigner l'histoire sainte sous forme de divertissement. Alors, on s'est un petit peu égaré dans le siècle précédent en tombant dans le théâtre comique, dans la farce tout azimut. On veut ramener le fidèle à des bonnes mœurs, un peu plus réglées, un peu plus civilisées. Les choses se sont calmées du côté de la guerre de 100 ans et aussi la peste qu'on a surmontée. Alors, les survivants veulent tourner la page et passer à autre chose. Et là, on va revenir à une pratique un peu plus régulière du culte et on va s'intéresser beaucoup à l'histoire sainte dans ces spectacles à grand déploiement qui sont tellement populaires qu'ils sont déplacés à l'extérieur des murs de la ville. Alors, vous voyez sur la représentation, sur la diapositive, comment on va dresser une scène à l'extérieur des murs de la ville avec différents lieux qu'on appelle à l'époque des mentions. Alors, ces mentions sont les mêmes d'une pièce à l'autre. Peu importe le mystère, on a toujours une représentation de Jérusalem à quelque part, on a toujours une représentation du paradis et on a toujours une représentation, vous le voyez ici, de l'enfer. La gueule de l'enfer, le gouffre de l'enfer est toujours représenté. Si vous avez un bateau qui flotte sur l'eau, ce sont des lieux stéréotypés, des conventions qui sont toujours les mêmes d'une pièce à l'autre. Alors, ces mystères sont produits devant la ville entière. Ils comportent de 30 000 à 60 000 vers et vont être représentés sur des périodes allant de 6 jours jusqu'à 25 jours. Alors, c'est long en diable. Si vous trouvez que Jésus de Nazareth à Pâques, là, qui nous est présenté à chaque année, est un film fleuve très, très long, eh bien, imaginez-vous 6 à 25 jours de représentation autour de sa vie. Autour de Noël, en fait, Pâques et aussi la Pentecôte. Alors, on utilise bien sûr ces dates importantes du culte chrétien pour organiser ces spectacles et rappeler les gens, rappeler aux gens, aux fidèles, les épisodes importants de l'histoire sainte. Alors, pour incarner les quelques 200 personnages qu'on retrouve dans ces mystères, vous avez une centaine d'acteurs qui est nécessaire, qu'on va embrigader et qui ne sont pas nécessairement payés pour ça, en plus de figurants innombrables qui sont contents de monter sur la scène et participer à ces grands mystères qui sont des événements, des fêtes, mais aussi des événements spirituels importants. Alors, 200 personnages, parfois 500, une centaine d'acteurs qui jouent plusieurs rôles avec des figurants, c'est plus que la fabuleuse. Hein? On sait que ça mobilise beaucoup de monde au Saguenay, mais c'est plus gros encore que ça. Alors, ce théâtre ne comporte pas d'unité de lieu, de temps d'action. On ne respecte pas du tout les principes aristotéliciens. On n'a pas lu la poétique, semble-t-il, ou on s'en fout. On parcourt allègrement les années sans trop se soucier de cohérence. On va de siècle en siècle. On va dans un sens et puis dans l'autre, dans le futur et on vient dans le passé. Il y a des scènes qui se déroulent simultanément. Tous les spectateurs sont un peu perdus à suivre ces histoires. Mais ils sont en même temps charmés par le jeu des comédiens, par la scène qui est richement décorée et tout, et se laissent embarquer dans l'histoire, même s'ils ne comprennent pas tout ce qui est raconté. Parmi les grands mystères qui vont faire recette à l'époque, vous avez les Actes des Apôtres. C'est un mystère qui comporte 60 000 vers avec 494 personnages. 494 personnages. C'est du monde en Titi. Et c'est joué, les Actes des Apôtres, sur 40 jours. 40 jours de théâtre, comme ça, c'est considérable.
C'est une pièce qui est créée vers 1450, donc au 15e siècle, et qui va triompher pendant près de 90 ans, parce qu'on va la monter encore et encore. À chaque année, les gens vont voir les Actes des Apôtres, comme à chaque année, quand j'étais petit, on regardait Jésus de Nazareth, parce que c'était la tradition à Pâques, et ça allait de soi, même si ça durait quelque chose comme 8 heures. Enfin, c'est l'impression que j'avais, que ça durait très, très longtemps. Alors, c'est l'œuvre la plus gigantesque du répertoire médiéval français, les Actes des Apôtres, et il y en a d'autres aussi qui sont assez considérables, comme la Passion d'Arnoux Grément. La Passion fait figure d'enfant pauvre comparée aux Actes des Apôtres, parce qu'elle ne comporte que 34 574 vers et que 400 personnages, et qu'elle n'était jouée, cette pièce, que sur 4 jours. Alors, on est loin de ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire c'est 40 jours et c'est 60 000 vers, 2 fois plus de vers. Alors, cette Passion d'Arnoux Grément nous racontait la première journée la création, la Genèse, ni plus ni moins, le meurtre d'Abel, la mort d'Adam, la naissance et l'enfance de Jésus. La deuxième journée, c'était la prédication de Jean-Baptiste et on allait jusqu'à la Passion, jusqu'à la mort du Christ. La troisième journée, c'était la Passion elle-même et la quatrième journée, la résurrection avec l'Ascension. Ce qui se passe après, et on a vu déjà se pointer le théâtre laïque dès les commencements du théâtre religieux, c'est que le théâtre profane va prendre de plus en plus d'ampleur, va être de plus en plus populaire. En fait, il triomphe au 15e et 16e siècle et dépasse en popularité le théâtre sacré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien beau ces spectacles, mais ils sont un peu redondants. On montre toujours les mêmes mystères d'année en année, on connaît l'histoire, on veut être diverti avec des histoires inédites. Et parmi ces histoires inédites, vous avez les farces qui vont être racontées. Celle de Maître Patelin, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, les Francs Archers de Bagnolet, la farce du Cuvier, alors 1464 pour la farce de Maître Patelin, qui raconte l'histoire d'un avocat, Patelin, un grand plaideur, extrêmement doué, rusé, qui s'en va refaire sa garde-robe auprès d'un drapier, mais refuse de le payer. Alors le drapier va vouloir lui faire un procès, et Patelin va utiliser sa rhétorique pour se démerder un petit peu. Enfin, ce qui se passe, c'est que le drapier se présente à sa porte, lui réclame ses dûs, et Patelin prétexte être malade, mourant, sur le point de quitter ce monde, et sa femme est malheureuse, éplorée, et finalement, le drapier se laisse décourager. Sur l'entrefaite, arrive un personnage qui s'appelle Thibault Lagnolet qui demande à Patelin de le représenter dans un procès contre ce même drapier. Alors, lui qui était à l'article de la mort, Patelin se retrouve dans un procès confronté au drapier, qui est un peu perturbé de voir qu'il a été victime d'une duperie, et va devoir affronter Patelin, donc, qui représente Thibault Lagnolet, à qui il a conseillé de jouer l'imbécile. Alors, à chaque question que le juge pose à Thibault, le personnage de Thibault répond simplement en bêlant comme un mouton. Bé. Alors, il feint d'être un imbécile et c'est comme ça qu'il va remporter son procès parce que le juge le prend un peu en pitié. Il dit, bon, il ne peut pas avoir fait de mal, en fait pas consciemment puisque c'est un abruti. Et c'est comme ça qu'il s'en tire. Alors, on croirait que Patelin s'en tire lui aussi à bon compte, mais quand vient le temps de lui payer ses gages, Patelin réclame à Thibault donc d'être payé et Thibault lui répond ben, et continue de faire l'imbécile et refuse de le payer. Alors, c'est le trompeur trompé à son tour. Je ne vous raconterai pas toutes les autres, c'est juste une anecdote pour vous montrer un peu à quoi ressemble l'histoire comique, qu'est-ce qui fait rire, qu'est-ce qui nous amuse à l'époque. Mais le franc archer de Bagnolet, c'est l'histoire d'un soldat fanfaron, un vantard, comme on en a vu dans le théâtre de Plaute. La farce du Cuvier raconte comment un mari, aux prises avec une mégère, veut donner une leçon à sa femme qui lui avait imposé des tâches ménagères vraiment contraignantes. À un moment donné, la femme va tomber dans une cuve profonde et est incapable de sortir. Elle est avec sa mère et elle et sa fille sont incapables de sortir. Il demande l'aide du mari. Mais le mari a sa liste de tâches et dit « Attendez, ce n'est pas dans mon relais. Je regarde là et dans mes tâches domestiques, ce n'est pas écrit nulle part que je dois sortir ma femme et ma belle-mère du cuvier, de la cuve. Donc. Et bien sûr, les femmes vont devoir se confondre en excuses pour être sorties de là. Alors, vous voyez un peu à quoi ça va ressembler. Je passe rapidement sur les prochaines diapositives pour vous montrer les différentes formes de théâtre profane.
Alors, c'est l'image qu'on avait à la diapositive précédente, mais c'était trop petit pour être lu. Vous avez ce genre qu'on appelle la moralité qui se développe à l'époque, qui est présenté en ville avec des personnages allégoriques. Là, on n'est pas dans le théâtre religieux, même si on peut retrouver des figures qui nous rappellent une certaine spiritualité, comme le personnage de la mort qui est représenté ici avec la faux. Vous avez des vies de rois qui sont représentées avec une finalité morale, c'est-à-dire pour nous faire réfléchir et nous enseigner des principes là, de sagesse. Alors, la moralité n'est pas une pièce comique, comme la farce, par exemple. Ce sont des personnages allégoriques qui vraiment ont une vision, une dimension philosophique et pédagogique. Vous avez les sottis. Alors, la sotie, ça, c'est un genre comique joué par des sots, par des fous en costume et qui sont des pitreries bourrées d'allusions satiriques et d'actualité. Alors, on va interpeller des grands de ce monde, de la ville, des notables, et on va les tourner en ridicule dans un esprit carnavalesque où tout est renversé, l'ordre est renversé, et les fous sont autorisés à critiquer les riches, les puissants de ce monde. Alors, comme la moralité, ce sont des divertissements essentiellement urbains. C'est produit en ville. Il n'est pas question de sortir à l'extérieur des murs pour donner ces spectacles-là. Alors, vous avez aussi la farce, et c'est le genre auquel appartient la farce de Maître Patelin, bien sûr, le franc archer de Bagnolet que j'évoquais tout à l'heure, et la farce du Cuvier. Et ce sont des aventures et mésaventures de la vie quotidienne, où tout le monde peut se retrouver. Ce n'est pas des grandes histoires abracadabrantes comme la vie des saints ou Adam et Ève, la Genèse, etc. Ce sont des histoires vraiment proches de la réalité populaire. Et c'est ce qui fait que ça a un succès extraordinaire à l'époque. De loin, la préférée du public, sans doute née dans les foires campagnardes, au milieu des marchands. Elle pénètre en ville pour y farcir les mystères. Alors, au départ, la farce, elle est jouée pour donner un break, une pause aux gens pendant les mystères. Les mystères sont des pièces fleuves, vous le savez, qui s'étendent sur plusieurs journées. À un moment donné, on a besoin de se délier un peu l'esprit et pour divertir les gens, on va représenter ces petits sketchs comiques. Le pépin, c'est que ces sketchs comiques finissent par être plus attendus et plus appréciés de la foule que l'histoire simple comme telle. Donc, à un moment donné, on va dire non, ça va faire. Les farces, c'est trop populaire. On va les bannir de la représentation des mystères, on va les exclure et on va devoir les représenter ailleurs. Ce qui fait qu'on va donner des farces partout. Et c'est le genre vraiment qui triomphe, qui s'impose et qui va complètement perdre dans la brume les autres formes, mystère, miracle, moralité, dont je vous ai parlé précédemment. Alors voilà pour ce premier point du cours. Et on a réussi le pari un peu fou de raconter 1000 ans d'histoire théâtrale en l'espace d'à peu près 50 minutes. On passe maintenant au deuxième point. Et vous allez voir, ça va débouler assez rapidement. On arrive après ça au troisième, aux différentes incarnations. On va parler du mythe de Médée. Et on commence à parler de ces héros qu'on a déjà rencontrés, dont vous avez lu les pièces essentielles, les principales incarnations déjà, à commencer par Euripide. Vous aviez à lire Corneille aussi cette semaine. Pourquoi est-ce qu'on revient là-dessus? Eh bien, parce que ce sont peut-être les personnages les plus importants de l'histoire du théâtre qu'on veut revisiter dans leurs différentes incarnations pour voir à quel point ils ont pénétré profondément l'inconscient collectif, comment ils ont façonné l'imaginaire, comment ils ont donné lieu à des créations de toutes sortes au niveau de la danse, de l'opéra, de la musique. Vraiment, tous les médiums et médias sont convoqués. Sont concernés et on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui peut expliquer ce succès-là, quel sens peut-on lui donner. Alors, on en a parlé déjà du mythe de Médée et vous vous souvenez que je vous avais présenté un petit vidéo sympathique qui racontait le mythe des Argonautes. Je vous rappelle les grandes lignes simplement pour vous dire que le mythe de Médée date d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ et que Médée ne se présente jamais sous une forme figée. C'est un mythe qui est en constante évolution. Alors, d'un auteur à l'autre, c'est pas exactement la même. Et on le voit aussi dans les pièces qu'on a lues. Médée, entre le 8e et le 5e siècle, on la retrouve dans plusieurs textes. D'abord, il y a la Médée d'Euripide, bien sûr, 431 avant Jésus-Christ, donc c'est le 5e siècle. Mais avant cette Médée d'Euripide, qui est la plus connue, qui est l'incarnation vraiment la plus célèbre de Médée, il y avait eu un certain nombre de textes où elle apparaissait.
Alors, on constate la présence de Médée, par exemple, dans la poésie d'Ennius, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est plus tard, par contre. Vous avez Médée dans la poésie d'Ovide aussi, 1er siècle avant Jésus-Christ. Vous avez Médée plus tôt, et j'aurais dû commencer par ça, dans la Théogonie d'Hésiode. Et ça, c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. J'aurais dû aussi vous dire qu'on la retrouve chez Pindare, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et également dans les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes au 3e siècle. Alors, on voit que c'est un personnage vraiment fascinant pour les gens de l'époque. Ils sont vraiment plusieurs à y revenir constamment. Et l'anecdote est souvent basée sur ce récit essentiel de Pélias qui met à l'épreuve Jason. Alors, Pélias a eu un oracle qui lui a annoncé qu'un jour, quelqu'un qui ne portait qu'une sandale allait attenter à sa vie, à son pouvoir. Alors, il retrouve Jason à un moment donné autour de lui dans une cérémonie quelconque et il constate que Jason n'a qu'une seule sandale. Et là, il comprend que c'est finalement le héros de la prophétie. Il y a une question? Vous pouvez activer votre micro? Oui, désolé. Oui, est-ce que Médée apparaît dans les récits d'Homère? Médée n'est pas présente, à mon souvenir, dans les récits d'Homère, sinon sous une forme peut-être allusive, là, mais sauf trou de mémoire de ma part, là, je crois qu'elle n'est pas présente du tout. Donc, on ne sait pas qui l'a inventé, qui le premier a utilisé le mot Médée, qui le premier l'a... OK. Non, et c'est très, très difficile avec tous ces mythes. C'est difficile de remonter à l'origine parce que ça a souvent pris une forme orale d'abord. Oui. Et ensuite, seulement, on a commencé à consigner ça par écrit. Et la plupart du temps, les gens ne se donnaient pas la peine, dans les premiers récits, dans les premiers textes littéraires, de signer leur création. Ce n'était pas une préoccupation. Donc, on ne sait pas qui est à l'origine de la plupart de ces grands mythes-là. Donc, c'est peut-être un mythe qui s'est répété de manière orale jusqu'à temps qu'il y ait un écrivain qui mette la main dessus et qui le mette sur papier. Jusqu'à temps qu'il soit consigné par écrit éventuellement et prenne cette forme un peu plus arrêtée là, que j'évoquais à l'instant. OK, merci. De rien. Alors, donc Pélias reconnaît en cet homme qui ne porte qu'une sandale le type qui, d'après la prophétie, devrait attenter à sa vie. Pour s'en débarrasser, il dit qu'est-ce que tu ferais, toi, jeune homme, à une seule sandale, si quelqu'un complétait contre toi et que tu voudrais t'en débarrasser? Et Jason de répondre, je lui demanderais un truc impossible, là, mais vraiment, genre, complètement fou. Là. Je dirais, va conquérir la toison d'or. Eh bien, c'est une excellente idée de répondre Pélias. C'est justement ce que j'attends de toi. Tu vas aller me chercher la toison d'or. Alors, sans savoir, Jason est tombé dans un piège et il n'a pas le choix. On lui ordonne de le faire. Et Pélias est absolument certain que Jason va mourir. Mais Jason va avoir de l'aide. Et vous connaissez l'histoire, c'est Médée qui va réussir à lui permettre de traverser la série d'épreuves qui mènent à la toison d'or. Ces histoires nous racontent donc comme celle d'Apollonios de Rhodes, les Argonautiques, cette longue expédition en Colchide pour aller à la conquête de la toison d'or, avec ces grands héros. On retrouve Héraclès, Orphée, Oranie, les Dioscures, Castor et Pollux, Pélée, le père d'Achille, Tiphys, pilote de l'Argo. Ce sont des héros mythiques vraiment très importants qu'on retrouve dans plusieurs histoires. Ce mythe est bon pour les Grecs parce qu'il leur permet d'expliquer leur conquête. Pourquoi est-ce que l'Empire grec s'est étendu à ce point? C'est parce que, justement, il y a des grands héros qui étaient partis explorer le territoire et qui ont fondé des villes sur le passage et tout. Et Argo devient un symbole très important, symbole des conquêtes de la Grèce, mais aussi des malheurs que va apporter Médée sur l'humanité. Médée est ce personnage de transgression qui appartient au monde mystérieux de l'Orient, c'est un peu méconnu pour les Grecs, c'est le monde des barbares, et qui va commettre une double faute, une double transgression au départ. Elle quitte le monde barbare pour aller chez les Grecs, et elle amène avec elle en Grèce les forces du chaos. Alors déjà, avant même qu'elle ait mis les pieds sur terre, sur le territoire grec, elle est un petit peu suspecte. Elle amène avec elle des malheurs à venir. Et Jason, à travers ça, va voir son image évoluer et se délabrer. Au départ, c'est un grand héros, Jason, mais selon les auteurs, il va être
plus ou moins bien traités. Et on a vu comment dans Euripide, la Médée d'Euripide à tout le moins, Jason n'a pas vraiment le meilleur sur Médée. Alors que dans les récits mythiques d'origine, toute la gloire de l'expédition des Argonautes lui revenait, plus qu'à Médée encore. Mais plus le temps avance, plus c'est Médée qui se voit accorder, attribuer les mérites de cette entreprise. Parce qu'après tout, c'est grâce à sa magie, grâce à son esprit de sacrifice, elle a quand même zigouillé son frère, qu'elle a découpé en morceaux et qu'elle a lancé à la mer pour retarder les progrès du roi qui avait pris en chasse l'Argo. C'est quand même grâce à Médée si tout ça a pu avoir lieu. Alors, on enchaîne avec la diapositive suivante. On sait qu'il y a présence de Médée dans plusieurs textes. Il y a présence de Médée dans le théâtre de Sénèque aussi au 1er siècle. J'énumérais plusieurs auteurs avec Ovide, Ennius et les autres. Et ce texte d'Euripide va être la référence sur laquelle va s'appuyer Médée pour son texte. Alors, depuis près de 300 œuvres ont été consacrées à Médée, des pièces de théâtre, bien sûr, mais des opéras, comme j'évoquais tout à l'heure, des spectacles de danse. Si vous allez sur Vimeo, vous allez voir des numéros de toutes sortes autour de Médée. Peinture, sculpture, film, c'est vraiment un personnage qui fascine. Une femme d'une force extraordinaire, monstrueuse, mais qui a quelques aspects rédempteurs, néanmoins. Et selon les différents auteurs, on va essayer de nous faire admettre que les crimes de Médée sont tantôt impardonnables et tantôt excusables. Et c'est là tout le mérite du talent de chacun d'avoir réussi à humaniser Médée, malgré l'horreur de ses crimes. Alors, il y a vraiment là quelque chose de frappant. Ce mythe occupe une place privilégiée parmi les grands mythes et il convient pour nous, qui réfléchissons au théâtre antique, de se demander pourquoi. Et pour ça, on va se tourner d'abord vers la définition du mythe, à la base. Le dictionnaire des mythes littéraires de Brunel, qui fait l'inventaire de tous les mythes connus, insiste sur 3 fonctions qu'on peut attribuer ou reconnaître au mythe. D'abord, le mythe raconte. C'est un récit qui contient des actions. Moutos, en grec, veut dire récit. Le mythe explique. C'est toujours, déjà, le récit d'une création, d'un phénomène physique ou scientifique, phénomène pré-scientifique aussi. Je vous ai parlé à l'ouverture du cours, dès la première rencontre, du fait que les gens ne pouvaient pas s'expliquer vraiment les phénomènes qu'ils observaient autour d'eux. L'alternance du jour et de la nuit, la météo, les tremblements de terre et tout, et qu'on a dû inventer des explications pré-scientifiques qui sont devenus finalement des mythes, qui sont devenus des aspects du culte religieux aussi, éventuellement. Alors, le mythe, c'est une tentative pré-scientifique d'expliquer la réalité. Et la façon qu'on va s'expliquer ça, souvent, c'est par l'intervention des dieux. Alors, quand il pleut, par exemple, on va dire, ben, les dieux sont pas contents, ils pleurent. Et encore aujourd'hui, on entend des gens qui disent ça, c'est Jésus qui pleure. Hein? C'est quelque chose qui est resté encore dans l'esprit populaire. Alors, le mythe est une façon d'expliquer quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est une approche pré-scientifique qui s'explique dans l'évolution humaine tout naturellement. Mais le mythe aussi révèle une présence divine. Le mythe a une fonction religieuse. Il suggère qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Il y a quelque chose derrière ces mystères. Alors, s'il y a tant de choses dans le monde qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent, c'est qu'il existe une transcendance, qu'il existe quelque chose qui échappe à notre vue, à notre compréhension, à notre portée, et qui nécessairement a décidé de tout ça et nécessairement donne un sens à tout ça. Et c'est là qu'on va se mettre à projeter du sens et à développer autour de ces éléments de mythologie qui, au départ, sont des explications pré-scientifiques. On va projeter toute une série d'histoires qui va constituer le canon religieux. On va s'inventer des dieux qu'il faut satisfaire, à qui il faut faire plaisir si on veut qu'ils nous ménagent, si on veut qu'ils nous accueillent dans la vie après la mort. Et toute l'histoire de la religion découle finalement de ces tentatives d'explication qui suggérait dans l'esprit des gens une présence divine. Et vous voyez, on est déjà rendu au 3e point du cours. Alors, ça fait 1 heure à peine qu'on a commencé et on entame la dernière partie
vous comprendrez que ce n'est pas idéal de faire une pause dans un cours qui est diffusé sur le web, et ça me forcerait à faire un montage, à enlever 15 minutes où il ne se passe rien. Alors, on va plutôt enchaîner et terminer très rapidement, vous allez voir, comme promis, sur ce troisième et dernier point, qui aborde maintenant les différentes incarnations du mythe. Et c'est ce qu'on va faire aussi pour les autres cours, pour les autres héros qu'on va passer en revue. On va s'intéresser aux textes d'origine. Alors, quand est-ce qu'on les voit apparaître au départ? Et ceux-là, pour la plupart, on les a vus, on les a consultés. Et on va voir quelle destinée on leur réserve par la suite dans les différentes incarnations d'un auteur à l'autre. Alors, la Médée d'Euripide présente les Argonautes sous un jour défavorable. Ce n'est pas très, très flatteur comme portrait. Pourquoi ce renversement de perspective? Il faut savoir que Jason était le grand héros des Grecs à une certaine époque, et dans les textes que j'ai mentionnés, ceux qui précèdent, en tout cas Euripide, c'est vraiment lui le modèle exemplaire. Ce n'est pas Médée. Alors, qu'est-ce qui motive Euripide à renverser la perspective et à donner à une femme un rôle si fort en une époque où, je le rappelle encore une fois, on était extrêmement misogyne. On confinait les femmes au gynécée, ils n'avaient pas le droit de sortir, ils n'avaient pas le droit de citer, ils n'avaient pas le droit de parole. Alors pourquoi est-ce qu'on donne à une femme ce rôle si fort, si puissant, si admirable? C'est quand même assez intéressant comme innovation. Alors pourquoi ce renversement de perspective? Je vous dirais d'abord pour punir Athènes, pour critiquer sa politique impérialiste, qui met en danger les autres cités à l'époque et qui met la ville elle-même en danger. Car cette démesure athénienne, cette soif de pouvoir est dangereuse. Et on veut montrer où nous mène la démesure et où nous mène l'hybris aussi, à travers des personnages qui sont tantôt détestables, tantôt admirables, comme l'étaient aussi les politiques de l'époque, les hommes politiques, comme Périclès, par exemple, les grands stratèges de l'époque. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette Médée? Je les passe rapidement en revue, puisqu'on l'a lu, on en a discuté en classe déjà. Vous avez dans cette version, donc, qui est la version primitive, celle que les autres vont entreprendre d'imiter ou par rapport à laquelle ils vont se situer, vous avez une Médée qui se confie souvent au cœur, ce cœur qui est constitué de femmes essentiellement. Et cet artifice nous permet de voir un peu plus ce qui se passe dans la tête de Médée. Ça va nous présenter Médée sous un jour plus humain. C'est une Médée qui est en proie au dilemme, qui est en proie à des mouvements d'humanité, où elle se culpabilise à l'idée même de ce qu'elle doit faire, ce qu'elle sait qu'elle doit faire, c'est-à-dire tuer ses enfants, parce qu'elle ne supporte pas qu'ils restent derrière elle quand c'est décidé par le roi qu'ils ne vont pas l'accompagner dans l'exil. Elle ne supporte pas l'idée qu'ils fassent l'objet de persécution comme étant les enfants d'un premier lit avec une barbare. Et c'est en partie par amour pour eux, nous dit le texte à tout le moins, et à travers les échanges avec le cœur, que Médée se convainc qu'il est nécessaire de les tuer. Bien sûr, c'est aussi pour se venger de Jason. C'est aussi pour faire souffrir Jason au maximum. Mais il y a un fond qui nous est détaillé, exploité exposé à travers les échanges avec le cœur, qui nous montre l'âme de Médée qui n'est pas si noire, qui n'est pas si mauvaise, qui a quand même des considérations pour ses enfants, et pas seulement la vengeance. Il y a une dimension rhétorique très nette dans ce texte, et c'est pas sans rapport avec le fait que la rhétorique se développe à cette époque, au 5e siècle. Elle prolifère, elle explose, pour ainsi dire, avec les cours des sophistes, dont Protagoras et d'autres encore, qui vont défendre une thèse et son contraire. Alors, on s'intéresse à cet art des plaideurs, et Médée est particulièrement douée dans cet art. Quand elle débat avec Jason, c'est elle qui a souvent le gros bout du bâton, pour ainsi dire, au niveau rhétorique, au niveau de l'argumentaire, elle est la plus efficace. Et Jason est complètement dominé par elle. Alors, cette supériorité de Médée est caractéristique du texte d'Euripide. Ce n'est pas vrai pour toutes les incarnations, mais c'est certainement très fort. Et elle est supérieure non seulement à Jason, mais aussi dans ses échanges avec Créon, qu'elle domine tout à fait par son intelligence, par sa ruse. Créon se laisse embobiner, il lui accorde un délai de 24 heures, il ne m'en faut pas tant de lui répondre Médée. Effectivement, elle ne mettra pas longtemps avant de trouver un stratagème pour se venger et venir à bout de Créon
et de son épouse, en fait, sa fille et l'épouse à venir de Jason, Créuse. Alors, ces personnages de Créon, Créuse et Jason sont sans envergure. Vraiment, la véritable héroïne de la pièce, c'est Médée. Elle a vraiment une présence très, très forte dans cette pièce. Alors, d'ordinaire, j'aurais fait circuler un texte et on aurait procédé à une lecture, mais c'est un peu fastidieux de le faire sous cette forme. Je vous enverrai sur Classroom, sur aussi Moodle, les extraits que j'aurais commentés normalement avec vous, mais ce sont des textes que vous avez lus, donc il n'y a pas de surprise. Il s'agissait d'opposer le caractère très habile de Médée à la maladresse de Jason dans leur confrontation. Alors, il y avait plusieurs diapositives qui nous montraient comment Médée l'emporte sur Jason dans cette logomachie, dans cette confrontation, cette joute verbale, où elle apparaît beaucoup plus forte et beaucoup plus rusée que lui. Alors, on retiendra de ça essentiellement quoi? On retiendra l'intervention dans cette pièce d'Euripide, et ça va être des éléments distinctifs dans les autres incarnations, du personnage d'Égée, à qui Médée se confie. Alors, Égée, on le retrouve dans d'autres pièces aussi, mais tantôt il est captif, tantôt il est de passage, tantôt c'est un simple visiteur. Alors, ce n'est pas toujours exactement le même rôle qui lui est accordé, mais chaque fois, il s'engage à la protéger, à l'accueillir. Et c'est important pour Médée parce qu'elle a besoin d'un plan de secours, d'une sortie de crise où, après avoir tué ses enfants et tous les autres, le roi et sa fille, elle sait qu'elle va devoir trouver refuge. On retient aussi les délibérations de Médée, qui hésite à tuer ses enfants, et les extraits que je vous enverrai ont partie liée avec ça. On en vient à l'incarnation de Médée chez Sénèque. Alors, chez Sénèque, et je vous rappelle que la tragédie romaine permet à cette époque au public romain d'assister au spectacle de la transformation d'un homme ou d'une femme en monstre. Chez Sénèque, c'est les monstres qui sont intéressants, parce que les monstres de la tragédie n'appartiennent plus à l'humanité. Et on va voir Médée se transformer littéralement en monstre. De femme qu'elle était encore chez Euripide, capable de certaines nuances, de remords, de doutes, d'hésitation, on en vient à vraiment quelque chose de contre-nature, une mère dénaturée, qui même si parfois est traversée par le doute, là, ça ne dure pas longtemps, très rapidement, elle se convainc qu'il y a une seule marche à suivre, c'est de devenir la plus cruelle, la plus monstrueuse possible, le faire le plus mal possible à Jason pour se venger de lui. Alors, pour Sénèque, les monstres de la tragédie n'appartiennent plus à l'humanité, ils sont de l'ordre de la fiction, parce que pour lui, l'humanité ordinaire n'est pas capable de tels crimes. Enfin, c'était avant qu'il rencontre Néron, apparemment, parce que Néron a fait pire que Médée. Mais enfin, il s'imaginait que l'humanité ordinaire, le peuple en général, n'était pas capable de crimes aussi odieux, aussi extrêmes. Et pourtant, les exemples sont nombreux de massacres, d'infanticides à l'époque. Alors, tout héros tragique dans la tragédie romaine devient un furiosus. C'est le mot latin pour dire furieux, qui doit être dans un état d'esprit particulier pour accomplir le crime qui fera de lui un monstre. Parce que toute personne qui est dans un état normal ne s'abandonnerait pas à commettre des crimes aussi graves, aussi odieux. Alors, il a cette idée, Sénèque, que le crime provient du dérèglement. Il faut qu'on soit dans un état second. Il faut qu'on soit devenu complètement fou. Il faut qu'on ne se possède plus, qu'on soit devenu fou furieux pour commettre des crimes comme ceux-là. Alors, quelques mots-clés pour comprendre le théâtre de Sénèque, et je me réfère au terme latin, mais je vous traduis tout de suite, et vous allez voir, c'est assez transparent. Il y a le concept de la dolor. Alors, ce qui va mener au crime, chez Sénèque à tout le moins, c'est souvent une douleur, une vexation initiale. Alors, la dolor, elle est là chez Médée, elle est évidente, on la vexe, on l'humilie publiquement, on la prive de son amour, de son mari, pour qui elle a tout fait, pour qui elle a tout perdu, et c'est une douleur extrême, profonde, qu'il ne faut pas sous-estimer. Ce n'est pas un coup de tête comme ça, là, tuer ses enfants, c'est parce qu'on l'a réduit à cette extrémité-là. Et Sénèque veut nous montrer toute la pédagogie, pas la pédagogie, mais toute la psychologie du personnage, comment il en vient à commettre ce crime irréparable. Cette dolor va insinuer en elle la furor. La furor, c'est donc la fureur qui va lui permettre d'entrer dans cet état second
qui l'amène à tuer ses enfants. Parce que dans son esprit ordinaire, si elle avait toute sa tête, elle n'aurait pas commis une telle faute. Et c'est la fureur, quand on la nourrit, quand on la laisse s'emporter, s'emballer, qui mène au néfaste. Le néfaste, c'est le crime. Et le skelus néfaste, c'est le crime innommable que va commettre Médée, qui est parmi les crimes les plus détestables de l'époque, l'infanticide. Alors, ça s'emploie, l'expression skelus néfaste en latin, pour désigner un crime extraordinaire. Alors, pour les Romains, un héros ne commet pas un néfaste, un crime, à moins de ne plus être un homme, ne plus être dans les limites de l'humanité. Alors, pour qu'on commette un crime, il faut qu'on ne se possède plus soi-même, qu'on soit devenu fou, qu'on soit devenu furieux. Et cette réflexion chez Sénèque vise à mettre en garde les hommes contre les passions. Faites attention de ne pas vous laisser vous emporter, parce que la passion peut vous mener, la douleur peut vous mener à la souffrance, et la souffrance peut vous mener au crime. J'ai l'impression de parler comme Yoda, qui dit que la colère peut amener au côté obscur de la force. Vous reconnaissez sans doute l'anecdote. Alors, vous avez donc, à travers ça, une mise en garde contre les passions. On veut dire aux spectateurs, au public de s'en méfier. Et on va représenter à travers ces personnages les extrémités auxquelles ces hommes peuvent parvenir quand ils se laissent devenir des monstres. Dans le cas de Médée, il y a deux skelus néfastes, deux crimes innommables. Elle va tuer sa rivale Écréon, emportée par la fureur, et elle va commettre aussi un infanticide double. Elle tue ses deux enfants. Alors, deux skelus néfastes, deux crimes extrêmes. La dolore tragique, ici, a ceci de particulier qu'aucune consolation dans le monde humain ne peut y mettre fin. C'est quelque chose dehors de ce monde-là. Vraiment, c'est une douleur extrême. Et c'est elle qui mène à de telles extrémités, justement. Elle est causée par un mal irréparable qui fait perdre au héros son identité sociale. Chez Médée, c'est le fait de son exclusion sociale, c'est le fait de son exclusion affective. Elle est dédaignée par son amant. Elle a perdu, en quelque sorte, les trois lieux de son assertion sociale possible en tant qu'humaine. Elle a perdu tout lien avec son père parce qu'elle est partie en tuant son frère et en laissant son père. Elle perd aussi son mari, en la personne de Jason, et elle perd sa terre d'accueil, où Créon l'avait recueilli, accepté à tout le moins au début. Alors, elle n'est plus rien. C'est le statut d'humain qui lui est refusé, ni plus ni moins. Et c'est un malheur absolu qui la nie en tant que femme, en tant qu'être humain. Alors, il faut comprendre que c'est ça qui est à l'origine, toute cette douleur qui est à l'origine de sa fureur. Notion juridique, par ailleurs, qui désigne l'état de toute personne qui ne se conduit plus, donc, de façon humaine. Alors, le furieux par excellence, c'est le personnage principal de la tragédie chez les Romains, qui le plus souvent va donner son nom à la pièce, comme on le voit avec Médée. Et on a différents types de furieux, les furieux bourreaux qui agissent et les furieux victimes qui subissent. Alors, Jason aussi est furieux, mais il subit son sort, alors que Médée agit, elle. Alors, on voit comment dans Médée, la fureur va s'installer progressivement. Au départ, dans l'état initial, Médée est répudiée. Ça cause, bien sûr, cette douleur qui exaspère, qui est exaspérée, en fait, par la parole, et elle se craint elle-même, et on sent qu'elle fait exprès de se craquer parce qu'elle veut en venir à se venger de la pire des façons. Alors, elle nourrit, elle alimente sa douleur, ce qui l'amène à la fureur, à cet état second qui est exaspéré par la parole et qui va lui permettre de commettre le crime. Alors, normalement, on aurait lu un extrait tout du long. Je vais en lire quelques lignes pour vous donner un peu le ton. On est chez Sénèque, acte 5, scène 1. « Moi, fuir, si j'étais parti d'abord, je reviendrais pour ce spectacle. J'aime avoir la cérémonie de ce nouvel hymen. Ô mon âme, pourquoi t'arrêter? Poursuis après un si heureux commencement. Cette joie que tu goûtes n'est qu'une faible partie de ta vengeance. Tu aimes encore, insensé que tu es. Si c'est assez pour toi d'avoir privé Jason d'une épouse, il faut chercher pour lui un châtiment encore ignoré qui sera pour toi-même un témoignage de ta puissance. Il faut briser les liens les plus sacrés, étouffer tout remords. La vengeance est peu de choses quand elle ne laisse aucune tâche aux mains qui l'exercent. » Alors, vous voyez comment elle se craint elle-même dans cet extrait. Elle nourrit par la parole sa propre fureur parce qu'elle veut
être capable de faire ce qu'elle a à faire. Et pour elle, c'est tuer ses enfants, c'est se venger de la pire des façons possibles de Jason. Alors, c'est toujours l'effet d'une volonté, et elle l'exprime très clairement dans le texte de Sénèque. Elle dit « Je désire me mettre en état de commettre les crimes les plus monstrueux. » Alors, c'est une décision qu'elle prend. Normalement, on bascule dans la fureur malgré nous. On ne fait pas ce choix délibéré de devenir fou, mais elle veut devenir folle, veut s'élever au rang de monstre parce qu'elle ne se sent pas la force de le faire autrement. Il faut qu'elle se mette dans cet état second-là, sinon elle n'y arrivera pas. Alors la fureur est une espèce de dépassement de l'humain par l'inhumain, victoire de l'inhumain sur l'humain. On peut dire qu'on assiste chez Médée, en tout cas, à une forme d'auto-persuasion pour la conduire jusqu'au crime, au moment où la fureur bascule justement dans le néfaste. Alors ça, c'est l'incarnation de Médée chez Sénèque. On passe maintenant à une autre incarnation, et normalement, vous avez lu cette semaine le texte au programme, c'est-à-dire la Médée de Corneille, qui est un petit peu différente quand même de celle de Sénèque, qui est un petit peu différente aussi de celle d'Euripide. La Médée de Corneille date de 1635 et porte bien sûr les marques caractéristiques de l'esthétique baroque qui domine alors. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi mon cours de littérature du 17e, 18e siècle, en quoi ça consiste. Le baroque, c'est une esthétique de la bigarrure. C'est basé sur le jeu des illusions, du provisoire, avec des intrigues enchevêtrées, beaucoup d'excès, une mise en scène spectaculaire, avec beaucoup de voyages, de combats, de naufrages, d'éclats de toutes sortes. Alors, c'est vraiment la bigarrure qui caractéristique ce théâtre. Dans cette pièce de Corneille, on constate qu'il n'y a pas d'unité. Alors Corneille, on va lui reprocher souvent, ça va être à l'origine de la querelle du Cid, ne respecte pas les conventions du théâtre telles qu'énoncées, formulées par Aristote, qui devient, avec sa poétique, le modèle à suivre absolument pour les auteurs classiques. Alors, Corneille est à cheval entre deux périodes, le baroque, il a les deux pieds dedans, et on est en train de passer à l'esthétique classique, et il a du mal à s'adapter tout à fait à ses exigences. Donc, pas d'unité. Cette pièce raconte une série de péripéties qui peut s'étaler dans le temps, avec accumulation de situations sans unité structurelle forte. On retrouve aussi une certaine démesure, un certain érotisme et de la cruauté même dans les pièces baroques en général, hein, pas seulement dans Médée, parce que dans Médée, on va s'entendre, il n'y a pas beaucoup d'érotisme, il y a certainement de la démesure, de la cruauté, mais l'érotisme, on le retrouve peut-être dans le désir très fort de la maîtresse de Jason pour lui, qui s'exprime dans des termes très sensuels, mais on n'est pas dans l'érotisme, la 50 Shades of Grey, on s'entend. Alors, il y a dans le théâtre baroque des meurtres qui sont représentés, des viols, des scènes de torture, des suicides parfois, qui se déroulent toujours sur scène et non en coulisses. Alors, on est très peu soucieux de bienséance, alors qu'au contraire, pour l'esthétique classique, ça va devenir une préoccupation constante. Et on raconte de façon échevelée les amours contrariés. Alors, on remarque chez Corneille l'abandon du cœur, qui était très important encore chez Sénèque même. Sénèque a tenu à préserver le cœur, même si les Romains avaient renoncé à ça pour la plupart. Il revient à la forme originale que lui avait donnée le théâtre d'Euripide. Alors, abandon du cœur, donc, Corneille trouvait particulièrement invraisemblable dans Médée. Alors, pour lui, c'est une question de vraisemblance. Si on doit respecter les règles du théâtre, commencer par la règle de vraisemblance, la plus importante de toutes, l'idée d'un personnage qui dialogue avec un personnage collectif, 12 personnes qui parlent en même temps, 15, 20 personnes, ça n'a aucun sens pour lui. Alors, il évacue le cœur. Et il fait intervenir ce personnage de Nérine qui devient complice de Médée. Alors, on avait la nourrice dans les histoires à l'origine, mais qui ne jouait pas exactement le jeu de Médée tout à fait, alors que là, Nérine est vraiment le bras droit de Médée dans cette histoire. Corneille a écrit un examen de Médée. Alors, il a fait sa propre critique. C'était assez constant à l'époque, assez commun à l'époque d'écrire une préface ou une postface ou accompagner son texte d'une explication, où il se montre très critique vis-à-vis de ses prédécesseurs. Il explique quelles étaient ses visées, finalement,
pour cette pièce. Et si vous devez écrire une dissertation là-dessus, ce serait peut-être important d'aller voir qu'est-ce que Corneille en dit lui-même, le sens qu'il a voulu donner et comment il a repris les différentes données du mythe. Dans son examen, donc, il aborde différentes considérations. Pour lui, il est clair que pour Médée, Jason est responsable de tous les crimes qu'elle a commis. Celui-là fait le crime, nous dit Corneille dans la pièce, et c'est Médée qui porte ces mots, à qui le crime sert. Alors, Corneille est en train d'insinuer que c'est en fait Jason qui est responsable des crimes de Médée, parce que c'est Jason qui a profité de ces crimes. Si Jason est devenu ce grand héros, c'est parce que Médée l'a assisté dans la conquête de la Toison d'Or, qu'elle a assisté dans sa fuite, et l'a aidé à trouver refuge, finalement, sur cette terre d'asile où elle-même va être frappée bien rapidement de l'exil, en fait, d'une menace d'exil. Alors, Corneille a voulu rendre cette pièce vraisemblable à travers toute sa dimension psychologique, à travers aussi un certain nombre de scènes qui exposent des motivations de Médée et qui nous la fait voir, qui nous la font voir d'une façon plus humaine tantôt, certainement plus que chez Sénèque, certainement moins monstrueuse que chez Sénèque, mais aussi capable de grandes extrémités par ailleurs, hein, parce qu'elle va quand même tuer sans ménagement Créuse et Créon avec cette robe empoisonnée qu'elle leur confie, qu'elle leur donne en présent. Parce que Corneille a voulu que ces personnages meurent sur scène. C'était à la mode de l'époque de représenter donc dans le théâtre baroque les morts sur scène. Il pensait que ça allait faire une scène effectivement spectaculaire. Alors, on va maintenir ces personnages de Créuse et Créon qui vont mourir sur scène, brûlés par des flammes invisibles, bien sûr, parce qu'on n'allait pas mettre le feu pour vrai aux comédiens. On risquait de faire brûler le théâtre aussi. Donc, on fait ça de façon symbolique, mais ils meurent sur scène. Et trouvait que c'était un épisode fort, qu'il fallait le conserver. Et il insiste pour garder ce crime qu'on représente sous les yeux des spectateurs. Alors, il retient aussi l'épisode d'Égée, qui s'inspire d'Euripide, mais Corneille montre Égée amoureux. Alors ça, c'est intéressant et c'est inusité, on ne l'a pas vu, amoureux de Médée pour donner de l'intérêt à l'action. Alors, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu précédemment. Alors, on se permet des petites modifications, des petites modulations qui donnent un caractère peut-être plus humain à cette relation, à cette rencontre. Corneille veut susciter la sympathie des spectateurs envers Médée, c'est très net, il ne la condamne pas, il ne la stigmatise pas, même si il ne nous cache rien de ses crimes, même si on voit bien sûr mourir sur scène Créuse et Créon, et on sait pour quelle raison, même si on annonce la mort des enfants. Corneille explique je veux qu'on ait plus de compassion du désespoir où ils l'ont réduite que de tout ce qu'elle leur a fait souffrir. C'est l'explication que donne Corneille. Je veux qu'on ait plus de compassion du désespoir où ils l'ont réduite. Il, c'est Jason, c'est Créon, c'est Créuse, c'est les autres qui l'ont réduit à ces extrémités. Et si elle choisit de se venger, c'est terrible, c'est condamnable, mais c'est excusable d'une certaine façon. On peut comprendre. Vraiment, on l'a bafouée, cette femme. On l'a méprisée. On l'a traitée avec tellement peu d'égards de considération que ce qui est arrivé devait en quelque sorte arriver. On n'insulte pas comme ça, on ne bafoue pas, on ne méprise pas une sorcière des plus puissantes qui a une réputation très longue de meurtre qui la précède sans encourir des conséquences. Et ces conséquences vont être funestes. C'est ce que nous dévoile Corneille. Et j'en viens maintenant à la dernière incarnation que je vais aborder dans le cours d'aujourd'hui. Et je vais vous inviter à faire un devoir
un devoir qui n'était pas prévu normalement, mais c'est pour compenser le problème technologique de vous faire regarder en même temps une vidéo. Alors, ça serait très difficile et laborieux et probablement que ça accrocherait beaucoup là, si j'essayais de diffuser une vidéo en ce moment. Le son risquerait de ne pas suivre. Alors, ce que je vais faire, c'est vous inviter à aller sur Moodle pour télécharger le répertoire au complet de Médé. Alors, dans le répertoire de Médé, il y a le film avec l'extension .avi et il y a les sous-titres. Attention, parce que c'est en danois au départ, mais il y a des sous-titres anglais. Je n'ai pas trouvé les sous-titres français. Et je vous invite à regarder le film. Je pense que c'est intéressant. C'est un film qui présente Médé sous un jour tout à fait inédit. Mais surtout, la scène du meurtre des enfants de Médé. Ça intervient à peu près à 1 heure. Si vous téléchargez un logiciel comme VLC qui vous permet d'activer les sous-titres, c'est un logiciel gratuit, open source et tout, je vous le rappelle, qui fonctionne sur différentes plateformes, vous pouvez faire avancer, bien sûr, le film à 1 heure et activer les sous-titres. Et vous allez voir cette scène extrêmement touchante, bouleversante, qui présente Médé sous un jour différent. Alors, je passe outre les extraits de Corneille, vous l'avez lu déjà, vous pourrez y revenir, pour terminer sur Médé de Lars von Trier. Je veux conclure là-dessus et tenir ma promesse d'écourter le cours de moitié, parce que je vois le temps qui file et parce que je suis conscient que la plateforme web est moins confortable qu'un cours en présentiel. Alors, je veux ménager votre attention et je veux vous dire que ce film, finalement, nous présente une Médé tantôt plus humaine, en tout cas, plus facile à comprendre, à pardonner, du fait de certains aménagements qui étaient pas présents chez les uns et les autres, et même pas dans le scénario qu'utilise à l'origine Lars von Trier, le cinéaste danois, qui s'inspire donc d'une pièce de théâtre créée par un contemporain qu'il va porter à l'écran. Il la porte à l'écran avec un certain cachet, c'est filmé avec une vieille caméra à pellicule. Il va projeter sur un drap l'image, ce qui donne une image un peu décolorée. Vous allez voir, c'est un peu bizarre comme grain, parce qu'il va filmer après ça la projection. Alors, il y a une espèce de procédé vraiment, vraiment très intéressant, original, qui fait que l'image qu'on voit, c'est finalement l'enregistrement d'une projection sur un drap, sur un voile blanc, et ça donne vraiment un grain, un caractère éthéré à l'histoire qui sert esthétiquement, en tout cas, je pense, le récit. Ce qu'on retiendra de cette Médé de Lars von Trier, c'est cette scène funeste où elle attente à la vie de ses enfants. Elle fuit Jason et sa fureur d'abord avec ses 2 enfants bien en vie. Et à un moment donné, alors qu'elle réalise que ça ne marchera pas, là, elle ne pourra pas fuir comme ça avec ses enfants, elle va se finir par se faire rattraper. Ses enfants vont être assujettis à la vengeance des uns des autres, ils vont être bafoués. Elle en vient à il y a une question qui est posée. La Médé de Lars von Trier, nous demande Rosalie, s'inspire-t-elle aussi de Sénèque? En partie, bien sûr, c'est toujours un peu le même personnage, puis en même temps, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que vous avez la Médée qu'on retrouve chez Euripide, chez Sénèque, avec le même cadre anecdotique, mais qui est folle furieuse chez Sénèque et qui l'est beaucoup moins chez Lars von Trier. Alors, on pense plutôt que la Médée dont s'inspire Lars von Trier, c'est la Médée du mythe qui transcende tous ces textes dont je vous ai parlé et qui va bien au-delà de ce que Euripide a pu en faire, même s'il reprend certains traits anecdotiques présents chez Euripide, certains traits anecdotiques présents aussi chez Sénèque. On pourrait en retrouver peut-être même chez Corneille. Il a dû faire le tour des différentes représentations. L'important, c'est que il revisite le mythe pour lui donner une inflexion nouvelle. Et cette inflexion nouvelle, elle est sensible surtout dans cette scène où, donc, fuyant avec ses enfants au départ, elle n'a pas l'idée de les tuer tout de suite. Elle en vient à l'évidence que c'est la chose à faire. Et elle se lève après une nuit passée avec ses enfants. Rosalie pose une question. Alors, c'est l'ensemble des textes. Effectivement, c'est un ensemble de tous les textes, une espèce de synthèse. C'est un processus de syncrétisme, de synthèse auquel se livre Médée, Lars von Trier dans Médée. Et c'est ce qui aboutit à cette configuration originale. C'est du jamais vu, en fait.
Alors, dans cet épisode que j'évoquais, vous avez le jeune, le plus vieux de ces garçons qui se réveille en disant je sais ce que tu dois faire, maman. Je comprends ce que tu dois faire, en quelque sorte. Il sait que sa mère doit les tuer et il y consent. Il est un peu plus âgé que son frère plus jeune, bien sûr, et un peu plus lucide. Et là, sa mère va entreprendre d'accrocher une corde à un arbre. C'est une scène très, très difficile. Et je vous avais dit, si je vous présentais ça en classe, là, que vous aviez le droit de sortir, c'est très dur pour les nerfs. Je vous préviens en vous gâchant un peu le punch, mais ça va vous ménager de ce drame épouvantable. On voit Médée en train d'accrocher une corde à une branche d'arbre et son plus jeune lui demande « Mais qu'est-ce que tu veux accrocher, maman, à cet arbre? » Et elle répond « Quelque chose que j'aime. Something that I love », nous dit les sous-titres. Et bien sûr, c'est ses enfants. Le plus vieux sait ce qui s'en vient. Le plus jeune n'a pas compris. Et à un moment donné, elle va le prendre, s'en saisir pour pouvoir l'accrocher. Il va tenter de fuir. Son frère va le rattraper. Et son frère va aider sa mère à accrocher son frère à l'arbre. Alors là, c'est Lars von Trier qui improvise. Là, on n'a jamais eu cette histoire-là. Jamais Médée n'a pendu ses enfants. Dans le texte qu'il a utilisé pour faire son film, le scénario danois, l'auteur avait préféré ménager Médée en disant qu'elle avait empoisonné ses enfants pendant leur sommeil. Ils étaient morts pendant leur sommeil. C'est quelque chose d'un peu moins dramatique, on en convient. Les pendre, c'est quand même assez violent, mais c'est quand même moins que les égorger, et c'est ce que Lars von Trier voulait éviter. Il ne voulait pas d'un couteau qui était utilisé pour trancher leur gorge, il trouvait ça trop extrême, mais il trouvait que la pendaison était intéressante. Mais ce qu'il introduit comme innovation, c'est donc cette complicité du grand frère qui comprend ce que fait sa mère et qui, pour amour pour elle, va aller jusqu'au bout et va tenir les jambes de son frère alors qu'elle met la corde autour de son cou et même se pendre après lui, si je me souviens bien, pour s'assurer qu'il meurt rapidement. Et comme si c'était passé, Médée, qui peine à retrouver ses esprits, le plus vieux prend la corde et dit « Maman, aide-moi, j'ai besoin que tu m'aides, je ne peux pas me pendre tout seul, j'ai besoin que tu m'aides. » Et là, Médée est bouleversée, vous comprenez bien, parce que par la générosité de son fils, qui comprend ce qu'elle doit faire, pourquoi elle le fait, et qui se rend complice de son acte, et ça nous donne un visage humain extrêmement bouleversant de Médée, et d'une magnanimité extraordinaire, d'une grandeur d'âme de la part de son fils, qu'on ne soupçonne pas à un tel âge, qui vraiment transforme complètement la réception du mythe, qui transfigure Médée et qui nous invite à l'interpréter autrement. Alors, j'ai une question de Maxime. Lars von Trier est un maître manipulateur des émotions et de ses spectateurs, en effet. Et c'est là tout l'art de ces différentes incarnations, c'est comment chaque auteur va s'approprier le mythe et en faire son miel. Comment il va réussir à nous la rendre tantôt plus monstrueuse encore, tantôt très humaine, trop humaine. Et je pense que Lars von Trier est allé très fort et a frappé très fort ici avec cette scène et avec la complicité de l'enfant dans le meurtre de son frère et dans son propre décès, c'est presque un suicide dans les circonstances, et ça transforme complètement la réception du mythe. Et c'est ça qui est le fun, c'est de voir à quel point ces grandes histoires qu'on a racontées des centaines de fois, des milliers de fois, peuvent encore nous présenter des aspects inédits, peuvent encore nous faire réfléchir à la nature du crime, à la nature de la rédemption, et nuancer de manière infinie ces personnages. Alors, c'est toute la richesse du mythe initial de Médée qui est très fécond, mais c'est aussi tout le mérite de ces auteurs qui ont trouvé vraiment, avec un esprit d'invention formidable, des moyens de revisiter ces histoires. Alors, je m'arrête là-dessus et je vous invite maintenant, si vous avez des questions, des interrogations, à me les formuler, soit sous forme de chat ou en. Alors, c'est une fin un peu abrupte, peut-être, mais je veux m'en tenir à ce format-là. Je ne veux pas qu'on dépasse trop 1h30 dans nos rencontres. Il ne nous en reste pas beaucoup. Je disais 3 rencontres en tout là, avant l'examen final. Si vous avez des questions sur celui-ci ou si vous avez des questions sur la dissertation, c'est le moment de les poser. Sinon, je vais mettre fin à la présentation, comme ça.
Et vous souhaiter donc au revoir et je me réjouis à l'idée de vous retrouver la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci beaucoup.